le Cameroun, où le groupe Bolloré a été évincé du port de Douala. Nous accueillons sur le plateau Thierry Afalouko, directeur de Gapola.net. Thierry, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Alors, Firmin, on était donc avec le cas de la France et ses relations avec l'Afrique. Est-ce que Macron, lui, il peut permettre à ce que la France perde d'aussi gros marchés? Non, le problème, ce n'est pas une question relative au fait que Macron puisse permettre à ce que la France perde un si lourd marché. Je sais, c'est une question de contrepartie. C'est-à-dire, si je vous laisse ça... Je dis, quand on regarde le Cameroun, quelle peut être une contrepartie à la taille de ce port-là? C'est ça aussi la question. Oui, on voit ça, mais peut-être il y a d'autres choses. N'oubliez pas, Bolloré n'est pas une entreprise publique. En quelque sorte. Bolloré, c'est une entreprise privée. Mais n'oubliez pas aussi peut-être d'évoquer peut-être un malentendu entre le groupe et Macron aussi. À l'époque, il y avait une relation très tendre, très amicale entre Bolloré et Sarkozy. Hollande aussi a poursuivi la même chose. Maintenant, quel est l'état de la relation entre Bolloré et Macron? Macron, c'est un joueur. Est-ce qu'il est aimé du système? Il y a tout ça là dont il faut tenir compte. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Paul Biya sait ce qui se passe, ou il compte sur quelque chose. Sinon, il n'aurait jamais pris ce risque-là. Au-delà de tout, je me dis peut-être qu'il y a une contrepartie que peut-être nous, on n'arrive pas à mesurer. Non, moi, je ne vois pas les choses de cette façon-là. Et qui parle aujourd'hui de Macron parle toujours de Sarkozy, parce que ne perdez pas de vue que Sarkozy est conseiller de Macron. Et dans pas mal d'affaires, Sarkozy est associé à la gestion des choses. Donc, si aujourd'hui Bolloré perd le marché au niveau du port de Douala, moi je vois cela beaucoup plus sur le plan politique. En ce sens que il y a le procès de Émile Canto, et vous n'êtes pas sans savoir que il y a les États-Unis et la France qui continuent de faire pression sur le pouvoir de Biya pour que on puisse libérer l'opposant. Donc peut-être c'est une façon pour le régime de Biya de leur dire attention messieurs, si vous ne savez pas trop pousser les choses, voilà ce qui vous attend. Parce que au-delà de tout, Bolloré est un symbole français en Afrique. C'est toujours la France Afrique qui se développe d'une manière ou d'une autre. On a vu les conditions dans lesquelles Bolloré a obtenu le port de Lomé, le port de Conakry et les autres ports. Vous savez aussi qu'il y a un procès actuellement contre la façon dont il a gagné certains ports, même voilà, et au niveau de Cotonou, Bolloré n'est pas la bienvenue. Donc c'est une façon de leur faire comprendre que vous nous laissez, ne vous ingérez pas dans notre politique intérieure et on vous laisse continuer vos business. Sans quoi, si vous êtes trop regardant, vous voulez que nous puissions être un pays démocratique, voilà, on va vous retirer pas mal de marchés. Parce que le port de Douala, c'est un grand port en Afrique et c'est, voilà, donc l'intérêt est tellement de taille. Non, mais quoi qu'on dise, c'est une perte pour Bolloré, pour la France, par ricochet. Oui, bien évidemment, parce que quand Bolloré gagne un peu, la France aussi gagne. Et il y a des commissions de coulisses aussi. Donc, mais qu'est-ce que la France peut faire? Je pense que les négociations peut-être vont toujours continuer. La France ne peut pas accepter perdre comme ça. C'est sûr. La France ne peut pas accepter perdre comme ça. Ça veut dire, je le réitère, il y a une contrepartie qui est cachée quelque part là. Sinon, regardez, avec toutes les contestations que Paul Biya, avec son problème anglophone et tout ça, Paul Biya ne peut jamais accepter prendre ce risque-là en ce temps-là, au moment où il annonce un dialogue
dans les prochains jours, mais il compte sur quelque chose, il compte sur quelque chose, et c'est pour cela qu'il se permet ces choses-là. Sinon, s'il n'y avait rien derrière Paul Biya, parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. C'est la première des choses. Il veut toujours conserver le pouvoir. Et il a besoin de l'appui de la France. Et maintenant, l'autre chose aussi, bon, peut-être Thierry l'a évoqué un peu, l'autre chose aussi, c'est que il faut savoir que peut-être Paul Biya se dit, si la France, s'il advenait que la France me lâche, peut-être il y a les États-Unis qui sont avec moi, peut-être il y a les États-Unis, il y a la Suisse aussi qui n'est pas des moindres, qui est avec moi. Est-ce que nos militaires, est-ce qu'on arrive à la maîtriser la collaboration armée France, où est-ce qu'on en est en réalité? Donc Paul Biya, je pense qu'il aurait mené un certain nombre d'études, il aurait fait un certain nombre de diagnostics, c'est ce qui peut-être l'aurait poussé à prendre de telles décisions. Mais par rapport à Sarkozy, bien sûr, mais Hollande l'a dit, quand on le recevait sur une chaîne française, juste au lendemain de la sortie de son livre, Les leçons du pouvoir, il dit aujourd'hui que Macron a été son secrétaire général adjoint, on parlait de l'Élysée, aujourd'hui, il se sent beaucoup plus proche de la conviction ou de l'idéologie de Sarkozy par rapport à lui. Macron, Hollande, c'est un socialiste pur. Macron, il a dit, il rassemble tout le monde, mais en fait, c'est quelqu'un de la droite. Il fait partie des bourgeois, en fait. C'est un richissime, un jeune richissime. Donc, il a besoin de Sarkozy. Mais vous savez, quand vous avez le pouvoir, c'est vous. Vous avez des conseils, tout ça. Mais la réalité du pouvoir, c'est que quand vous êtes sur un terrain, il y a des choses, on vous les impose. Même si vous pouvez avoir certains conseillers les plus emblématiques, mais il y a des choses, c'est vous ceux qui les supportez. Parce que vous ne les supportez pas, peut-être, vous perdez un certain nombre de choses. Oui, juste ajouter qu'aujourd'hui, Bolloré doit être beaucoup plus inquiet parce que s'il perd le port de Douala, s'il perd le contrôle du port de Douala, je crains qu'il ne perd aussi le contrôle du marché ferroviaire, parce que c'est lui aussi qui détient ce marché-là, et ça a posé des problèmes lorsque cet accident-là s'est posé dans ce pays-là. Donc, il se peut que on est en train de passer d'un terrain politique à un terrain de règlement de compte. Donc, Bolloré, ou du moins la France, vous allez voir les jours à venir, comme Fimer l'a si bien dit, on va essayer peut-être de coincer Biya, sans quoi on risque, s'il ne se ravise pas, on risque de lui susciter, ou de lui trouver un autre peut-être opposant à la taille d'Émile Kanto, parce que c'est le seul aujourd'hui qui arrive à tenir tête à Biya. Biya qui, un président qui passe sur les 365 jours, plus de la moitié de l'année à l'extérieur, et ce pays-là, je crois on l'avait dit ici, est totalement délaissé, abandonné. On se demande si ce monsieur gouverne véritablement ce pays-là, et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a sa femme aussi qui a fait nommer un des siens dans le sérail de Biya comme intendant. Donc, je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'on est en train de préparer l'après-Biya? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on assiste à une redistribution des cartes économiques. Mais je pense que, peut-être pour passer à un autre sujet, je pense que, le problème Bolloré, ça peut pas trop, peut-être, je suis sceptique, peut-être je peux me tromper, ça ne peut pas trop conduire à la destitution, entre guillemets, ou au non-soutien de Biya au pouvoir. Non, parce que regardez, parce que Gbagbo menaçait les intérêts français, ça lui a coûté ce que... Oui, je le sais, mais regardez, on en parlait tout à l'heure, je disais, la posture de Macron, jeune, est peut-être en train de jouer. Mais regardez ce qui s'est passé au Bénin. On a chassé, entre guillemets. C'est Sarkozy, entre guillemets, qui est en train de diriger la France. Parce que tout ce que, vous l'avez dit tantôt, que Macron est beaucoup plus à droite qu'à gauche, tout ce que Macron fait n'est pas différent de ce que Sarkozy avait fait quand il était président. Et aujourd'hui, Macron essaye même d'étouffer les avancées que la France a eu sous Hollande, et c'est regrettable. Mais non, regardez, mais est-ce qu'il y a Bolloré au Bénin aujourd'hui? Il a été chassé. Il a été chassé. Mais le président est toujours là. Non, mais il a été chassé avant même. Le problème était là,
avant même que le président n'arrive. Oui, mais Talon, est-ce que quand Talon est arrivé, est-ce que Bolloré est arrivé? Bolloré a repris fonction. Donc c'est juste dire qu'en réalité, quand il y a de ces problèmes-là, les chefs d'État donnent toujours une autre contrepartie que nous, on ne voit pas. D'accord, l'Algérie, c'est le second sujet que nous évoquons ce soir. L'armée ne veut plus de manifestations. L'armée algérienne a durci le ton mercredi, 3 jours après l'annonce d'une élection présidentielle malgré le rejet de la rue, en indiquant qu'elle empêcherait désormais les manifestants des autres régions de se joindre au cortège de la capitale Alger. J'ai donné des instructions à la gendarmerie nationale pour empêcher la venue de manifestants d'autres wilayas, c'est des préfectures à Alger. C'est ce qu'a déclaré lors d'un discours le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et homme fort donc depuis la chute de Bouteflika. À cette fin, il a appelé à l'application rigoureuse des réglementations en vigueur, y compris l'interpellation et la saisie des véhicules et des autocars utilisés, ainsi que la délivrance d'amendes à leur propriété. Thierry Afanoukoum, il était temps, on se doutait quand même qu'à un moment donné, l'armée allait reprendre le contrôle des choses. Oui, tout à fait. Je crois que ce qui va se passer dans les jours à venir en Algérie, c'est un peu ce à quoi on a assisté au Soudan. À un moment donné, l'armée a tapé du poing sur la table et elle a repris le contrôle de tout. Oui. Et vous avez vu ce que ça a créé par après. C'est des morts ici et là. Je crains que du côté de l'Algérie, on assiste à la même scène. Parce que vous savez, ces manifestations-là, en réalité, n'arrange pas le pays. Ce que le peuple voulait, c'était le départ de Bouteflika et tout son système, mais on ne peut pas du jour au lendemain balayer tout le système. Il faut du temps pour que les choses soient corrigées. Au fur et à mesure qu'on avance, je crois qu'il y a déjà une bonne nouvelle, c'est la mise en place de la commission, d'une nouvelle commission électorale. Donc le peuple, je crois que tout ce qu'il demandait, il obtient gain. Peu à peu, et l'armée ne va plus admettre que cette façon de bloquer le fonctionnement du pays, parce que pratiquement tous les vendredis, après les prières musulmanes, le peuple se déverse dans la rue, on bloque tout le pays. L'armée ne va plus tolérer cela, parce que ne perdons pas de vue aussi que cette partie de l'Afrique-là est aussi une proie au terrorisme. Donc l'armée, peut-être qu'elle détient des informations dont nous ne disposons pas. C'est pour cela qu'on prend ces genres de décisions. Alors, en termes d'information, le général Gaïd Salah dit que certaines parties parties avec IES bien sûr, aux intentions malveillantes, font de la liberté de déplacement un prétexte pour justifier leur dangereux comportement. Alors qu'on a vu les manifestations depuis février, il n'y a pas eu de grabuge en tant que tel. Non, il n'y a pas de grabuge. Ils trouvent tout d'abord, est-ce que je peux parler d'alibi, où ils se rendent compte où ils s'aperçoivent qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, avec ce qui est en train de se passer là, il leur sera difficile d'aller très loin en ce qui concerne la reconstruction du pays, surtout sur le plan démocratique, idéologique et un certain nombre de choses. Et Thierry l'a dit, en termes de lutte contre le terrorisme aussi, s'ils n'arrêtent pas à temps, ça va être un peu difficile. Mais je voudrais faire observer deux choses. La première chose, vous savez, les Algériens n'apprennent pas du passé africain, surtout avec le monde arabe, avec la révolution arabe. Au départ, avec Tunisie, Hosni Moubarak, quand le printemps arabe s'est déclenché, les Égyptiens ont commencé par manifester. Quand ils manifestent un peu, Hosni Moubarak sort pour parler. Les États-Unis débarquent ou font débarquer leurs émissaires, là, ils discutent. Après, quelques temps après, Hosni Moubarak dit, OK, je vais organiser des élections d'ici septembre. Les gens disent non. Après, le peuple dit, non, on veut que tu partes tout de suite. Les États-Unis viennent, on discute encore, et après, il dit, je vais laisser le pouvoir. Et donc, quand il a laissé le pouvoir, quelques temps après, au moins, on a laissé les manifestations, et on a laissé se poursuivre un certain nombre de choses. Les Algériens, ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait tomber le vieux, le vieux Bouteflika, et c'est déjà bon. Donc, il faut laisser les autres poursuivre ce que vous demandez en réalité. Donc, au fait, cela est rentré dans une certaine émotion, et ils croient qu'ils peuvent obtenir quelque chose avec ça. La deuxième chose, c'est que l'armée s'aperçoit qu'elle ne peut rien avec ça. Alors, vaut mieux être dur, vaut mieux s'inspirer un peu de ce qui s'est passé au Togo. Vous imaginez ce qui s'est passé au Togo, c'était extraordinaire. Regardez, le pouvoir dit, OK, si
vous voulez les réformes, un certain nombre de choses, vous manifestez, mais l'opposition, la C14 et nous devons nous accorder à ce que les manifestations soient suspendues pour le moment, le temps de poursuivre. Et donc, le pouvoir a obtenu ça et le dialogue s'est poursuivi. Donc, l'armée s'est inspirée un peu de ce qui s'est passé. Et l'autre chose, c'est que l'armée se dit, avec ces manifestations, on perd beaucoup d'argent, alors qu'on manque d'argent pour construire le pays. Vous savez, en France, par exemple, les gilets jaunes ont coûté des milliards. Leurs manifestations ont coûté des milliards à l'État français. Il y a des centres commerciaux qui ont perdu en réalité plus de 2 milliards d'euros. Vous savez, une industrie hôtelière, la restauration, ils ont perdu plus de 850 millions d'euros. Donc, et ça a été un coup dur pour l'économie française. Les Algériens, l'armée algérienne s'est dit non. Avec ce qui se passe, on va perdre beaucoup d'argent, mais on ne va pas progresser. Pour mieux maintenant être dur et ferme, et on trouve une situation d'entente, on trouve des positions beaucoup plus conciliantes et on va évoluer. Les Algériens vont dire oui, ce n'est pas la démocratie, mais je pense que des fois quand on veut être trop libre, on n'arrive pas à construire. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire ceci, même si les gens ne sont pas d'accord avec moi. La plupart des grands pays qui se sont construits ne se sont pas construits sous la démocratie. Arriver à un moment donné, il faut être dur, il faut arriver à choisir entre développement et démocratie. Mais si vous voulez être beaucoup plus démocrate, vous perdez tout. C'est comme les Africains depuis 1990 ont choisi la démocratie au développement et aujourd'hui nous en payons les frais. Mais on imagine par exemple assez difficile qu'en Algérie l'armée en vienne à ce que l'armée soudanaise a fait. Non, mais si le peuple s'entête, malheureusement on va arriver sur ce terrain-là parce que l'armée a commencé par rehausser le ton. Jusqu'à présent, l'armée a laissé faire. Firmin l'a si bien dit, mais tout le temps le pays est paralysé et c'est des milliards que perd le pays. Et alors qu'il y a des charges, il y a des responsabilités. Quelque part, si l'armée ne réagit pas, ça donnera l'impression que elle n'est pas d'autorité. Il faudrait que elle puisse s'imposer et siffler peut-être la fin de la récréation. C'est le mal de nous les Africains des fois. Firmin l'a touché du doigt. Si vous avez commencé le mouvement, vous avez obtenu gain de cause, il faudrait que à un moment donné qu'on puisse capitaliser le fait que le fait que le président est parti. Maintenant ils sont là, ils se cherchent. En réalité la politique ne se trouve pas ou ne se fait pas dans la rue. Malheureusement nous les Africains c'est ce que nous pensons. Il faudrait que les leaders de ce mouvement là, de ce beau monde là puissent se ressaisir, puissent prendre conscience de ce qui est en train de se passer, sans quoi Firmin l'a bien si caricaturé avec la situation togolaise, même si ce n'est pas ce que beaucoup souhaiteraient. Le système Bouteflika où l'armée va prendre le devant, ça a été le cas en Égypte. L'exemple est là, on a parlé du Soudan, vous avez vu en Égypte, l'armée est revenue en force avec le Al-Sisi. Donc c'est un peu ce qui se passe. Donc le peuple doit comprendre le message que lui envoie l'armée, du moment où tout ce que ses aspirations sont en train d'être prises en compte une à une, il faudrait laisser faire pour que cette transition-là soit une réussite. Sinon, ils vont passer à perte et à profit tout ce qu'ils ont commencé depuis le début. Mais ce que dit le peuple algérien, c'est que nous voulons le départ du système. Mais le système ne s'est pas fait en un seul jour. Le système ne s'est pas construit ou ne s'est pas mis en place en un seul jour. Donc, je crains qu'on puisse le faire partir en un seul jour, même s'il y a alternance. Au moins les premières 5 années, je crois qu'on va continuer avec le même système. Ce n'est qu'au fur et à mesure qu'on avance qu'on va modifier ou changer les choses. Non, là, ils sont en train de régler. Ils sont en train de régler leur valeur difficile parce que c'est le système qui a fait un certain nombre de personnes. Vous savez que les Algériens apprennent de ce qui se passe, même au Burkina Faso. Même au Burkina Faso. Qui est en train de se... là, mais le système est toujours là. Oui, Blaise n'est plus là, mais c'est-à-dire c'est le président actuel qui est là, qui a été un des fidèles de Blaise. Il est toujours là. On ne peut pas s'en débarrasser. Vous allez faire comment? Ce sont des gens qui connaissent le pays.
Ouais, en termes sécuritaires, en termes économiques, leurs relations avec l'extérieur et tout, comment ce pays se gère sur le plan sécuritaire, tout, ce sont des gens qui connaissent le pays. Si on laisse aujourd'hui, si l'armée laissait aujourd'hui le pays, ou tout le système laissait le pays, ils vont faire comment? Les nouveaux venus là vont faire comment? C'est ça qui va être difficile. Il va l'être tellement difficile. Pour le moment, ils sont dans une certaine rêverie légendaire et ils croient que tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils voient la nuit, peut-être, ils croient que cela peut se réaliser. Je pense que c'est le général Assisi, c'est le président égyptien, qui a dit, quand il est arrivé au pouvoir en 2013, il disait, dans son premier discours, il disait, laissez la démocratie au moins pour 25 ans. Nous allons nous asseoir pour construire le pays. Vous voyez, c'est un certain courage qu'il faut saluer. Ce n'est pas que nous, journalistes, nous ne défendons pas les droits de l'homme. Non, loin de là. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme avec notre statut. Mais il faut arriver quelquefois à être pragmatique. Le sensationnel, des fois, détruit. Et les Algériens, aujourd'hui, sont dans du sensationnel. Et ça ne porte pas fruit systématiquement. Il faut qu'ils oublient, qu'ils laissent le système ou s'ils veulent l'alternance, qu'ils sachent que l'alternance ne peut se construire qu'avec le système en place. Ouais. C'est comme les Togolais aussi. Hein. C'est comme les Togolais, ils sont extraordinaires, ils veulent construire l'alternance sans le système qui est en place. On dit qu'il faut de partir, alors qu'ils oublient que ceux-là sont là pendant 50 ans et ils connaissent très bien le pays. Oui, juste donner encore un exemple, ce qui se passe en RDC. C'est vrai qu'on a une alternance à la tête du pays, mais aujourd'hui on a comme l'impression que c'est toujours Kabila, ou du moins le système Kabila qui est toujours en place. Vous voyez les quiproquos qu'il y a entre les partisans de Tshisekedi et de l'ancien système. Donc, du coup, quand les deux, dans des domaines donnés, ne s'entendent pas, vous voyez que le pays est bloqué. Je donne juste l'exemple de l'Ebola. Vous avez vu comment la crise a été gérée. L'ancien ministre ne voulait pas que le conseiller choisi par Tshisekedi puisse s'ingérer dans la gestion de l'affaire, et du coup vous avez vu ce que ça a créé. Donc il faudrait que, en tout cas pour les systèmes, pour les gens qui ont régenté un pays donné pendant plusieurs décennies, quand il faut tourner cette page-là, il faut de la manière et du tact pour réussir cette transition, s'il faut parler ainsi. D'accord, on va maintenant aller à la pause et puis nous revenons après pour continuer.